Alors, roman de mœurs est une expression que l'on trouve dès l'époque de la Restauration et qui se répand jusqu'à la fin du siècle. Son omniprésence dans le discours littéraire du XIXe siècle ne laisse pas néanmoins de poser un certain nombre de questions. Une question de définition pour commencer. Qu'appelle-t-on réellement un roman de mœurs? Une question de pertinence chronologique ensuite. Le roman de mœurs est-il un genre romanesque du XIXe siècle? Et enfin, une question de validité descriptive. La catégorie de roman de mœurs est-elle une catégorie efficace et nécessaire pour la critique littéraire? La situation se complique en plus par la présence de genres romanesques connexes qui semblent nécessaires pour définir par contraste le roman de mœurs, mais qui ont aussi avec lui des liens étroits, le roman d'intrigue et le roman de caractère. Alors je vais essayer d'abord de revenir sur l'évolution du discours critique et le passage justement de la tripartition théâtrale à la tripartition romanesque dans le discours critique, pour voir ensuite les limites de cette tripartition, tout à la fois le flou générique qui peut se faire jour, les flottements génériques qui peuvent se faire jour entre ces différentes notions, les limites, le problème des limites historiques aussi, savoir s'il faut considérer vraiment ces catégories comme des catégories du XIXe siècle ou alors comme des catégories transhistoriques, pour terminer par quelques réflexions sur la portée anthropologique et esthétique de cette tripartition. Alors, donc tout d'abord, sur l'évolution du discours critique, la tripartition en roman d'intrigue, de mœurs ou de caractère rappelle évidemment la tripartition de la comédie en comédie d'intrigue, de mœurs et de caractère, qui s'impose à la fin du XVIIIe siècle dans le discours critique. L'article de Suzer dans le supplément à l'encyclopédie, qui date de 1776, consacre cette classification. Dans la comédie d'intrigue, l'accent est mis, je cite Suzer, sur le merveilleux de l'intrigue, les incidents, la fuite variée d'aventures extraordinaires, inattendues, souvent romanesques, qui se succèdent coup sur coup. C'est un genre, selon Suzer, qui exige de l'imagination et qui sert à l'amusement. La comédie de caractère, quant à elle, s'occupe principalement à développer un caractère particulier. C'est ce que dit Suzer. En général, le personnage doté d'un certain caractère est placé dans une situation opposée au dit caractère. C'est le misanthrope amoureux d'une coquette ou Harpagon d'une fille qui est dans l'indigence. La comédie de mœurs, enfin, offre un tableau frappant et vrai des usages ou du genre de vie particulier que les hommes d'un certain état ou condition ont généralement adopté. Citation là encore. Et Suzer de citer les mœurs des diverses nations et des différents états de la vie civile et de rapprocher ce type de comédie des estampes de Hogarth. Il est étonnant de retrouver les trois notions en jeu pour la comédie dans le discours critique sur le roman au XIXe siècle. Le roman d'intrigue se rencontre ici ou là sous la plume d'un Bussière, d'un Philarète Chasles ou d'un Blas de Bury pour désigner le roman d'aventure, c'est-à-dire un roman où l'essentiel de l'intérêt tient dans la succession des épisodes, dans les péripéties et dans le dénouement. Littré le décrit comme un roman où se déroule une intrigue plus ou moins compliquée. Et Bernard Julien, dans son petit traité de rhétorique et de littérature, comme un récit où, je cite, « les événements s'embarrassent et s'enchevêtrent afin d'attacher de plus en plus le lecteur ». Il ajoute d'ailleurs « ce genre est moins estimé parce qu'il ne nous apprend à peu près rien d'utile et qu'il amuse seulement pendant quelques heures ». La définition du roman d'intrigue ne semble pas poser de problème et l'expression est encore utilisée au début du XXe siècle avec un sens identique. Le roman de mœurs, de son côté, est fortement mis en avant par les auteurs et les éditeurs sous la Restauration pour désigner un genre s'intéressant à des conditions sociales ou des professions contemporaines. Les premiers titres indiquent assez l'orientation de ces ouvrages. Donc, voilà des titres qu'on peut trouver sous la Restauration de romans étiquetés roman de mœurs, sur la couverture comme sous-titre, L'espion de police, La grisette, Le portier, Le marchand de coco, Le cocher de fiacre, avec des auteurs comme Lamotte Langon, Auguste Ricard. Un bon exemple de roman de mœurs dans ce qu'il a de plus pur est le Cécile de Gensu. Le récit raconte le mariage de Monsieur de Noirville, un nouveau riche de la Chaussée-d'Antin, avec Cécile, une jeune aristocrate du Faubourg Saint-Germain. Le roman, en dévoilant la correspondance des époux, nous présente deux points de vue très différents sur leur vie commune.
Alors, voilà, exemple, donc on a une lettre du mari à son ami Dumont, donc monsieur de Noirville. Nous voyions peu de monde dans les commencements de notre mariage. Elle avait quelques-unes des connaissances de sa famille qui venaient la voir. Petit à petit, tout ça s'est éloigné, et je n'ai plus vu chez moi ou ailleurs que ma société à moi. Mais ma femme n'y va presque jamais. Entre nous, je conçois son éloignement, car dans ma société, elle a paru gauche, pas très jolie et un peu bête. Entre nous, Dumont, un mari peut bien juger sa femme, eh bien moi je ne la crois pas très forte. Comme on dit, après ça, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'esprit, n'est-ce pas Dumont ? Donc voilà pour le mari, et la même situation vue du côté de la femme, donc là dans sa correspondance avec sa cousine. Et puis encore, ce n'est pas tout. Il est un autre supplice qu'il me faut endurer chaque jour, c'est celui de rougir de mon mari. Aussi ai-je dû rompre avec quelques amis de ma famille, car si vous l'aviez vu, si vous l'aviez entendu, lorsqu'il se fut affranchi de l'espèce de gêne et de contrainte qui le retenait avant mon mariage, c'était à en mourir de honte. Et même dans ce monde où il m'a mené, monde que je ne puis d'ailleurs ni louer ni blâmer parce que je ne le comprends pas, parce qu'on n'y parle pas la même langue que j'ai parlé depuis mon enfance, mais enfin dans ce monde aussi, je m'apercevais bien qu'il était moqué, compté pour rien, maintenant que son sort était fixé et que les familles n'avaient plus à se le disputer pour leurs filles. Et moi, mon ami, moi j'avais l'air de m'être marié bassement à la fortune de cet homme qu'on bafouait. Les lettres dressent tout à la fois le portrait social typique de l'autre, le bourgeois décomplexé lorsque Cécile prend la plume, ou l'aristocrate coincé quand M. de Noirville écrit à son ami Dumont, et dresse également le portrait social typique du locuteur, avec ses références, sa langue, sa grammaire. Le genre n'apparaît pas souvent avec cette franche clarté. Mais les auteurs du siècle n'auront de cesse de se réclamer du roman de mœurs. Balzac, en intitulant Études de mœurs, une partie de la comédie humaine, joue lui aussi sur cette dénomination, comme les réalistes et naturalistes qui suivront, revendiquant très souvent dans leurs sous-titres l'appellation roman de mœurs ou alors mœurs parisiennes, mœurs de province. Baudelaire parlera à propos du roman de mœurs de la Restauration et de la monarchie de Juillet d'un genre roturier. C'est dans l'article sur Théophile Gautier. À cette nuance près, pour Baudelaire, que Balzac, selon lui, en a fait quelque chose d'admirable. Il a fait quelque chose d'admirable de ce genre roturier. Paul Bourget, à la fin du siècle, définit aussi le roman de mœurs comme un genre profondément marqué par la médiocrité démocratique. Je cite Paul Bourget, c'est un article sur le roman qui a été publié dans les Études et Portraits. Le romancier de mœurs est donc amené à copier, dans un groupe social quelconque, l'homme ordinaire et à l'entourer d'événements ordinaires. De là dérivent les traits principaux qui se reconnaissent dans tant de romans contemporains, médiocrité des héros, diminution systématique de l'intrigue, suppression presque complète des faits dramatiques, multiplicité du détail presque insignifiant. Il a une plus forte signification de vie commune, et c'est là l'objet propre de la peinture. Car, dit Bourget, si l'écrivain a pour ambition d'exécuter un roman de mœurs, ses personnages se trouveront devoir représenter une classe entière. Par conséquent, ils devront rester moyens. Ils ne seront ni trop réussis, ni trop avortés, car ni l'extrême intensité, ni l'excessive dépression ne sont la règle commune. Et Bourget de citer l'éducation sentimentale comme le modèle le plus définitif de cette sorte de roman, avec sa grisaille et sa monotonie. Alors à côté du roman de mœurs, du roman d'intrigue et du roman de mœurs, et comme l'appelant nécessairement, on trouve le roman de caractère. De Philarète Chasles à Brunetière, en passant par Edmond Scherer et Paul Bourget, sa définition varie quelque peu, mais on y trouve des constantes. Pour Paul Bourget, ce que l'on appelle le caractère réside chez un homme et par définition dans les quelques traits profondément individuels qui le distinguent et font de lui un être à part des autres. Sa citation de Bourget. Le caractère est donc ce qui est profondément individuel, contrairement aux mœurs qui sont communes à un groupe particulier. Même constat, semble-t-il, chez Scherer, qui parle de l'observation des nuances de caractère. Il s'agira, selon lui, de fines peintures, de puissantes analyses des mobiles impérieux des personnages. Ce roman de caractère ressemble fort au roman d'analyse ou roman psychologique, même si Bourget et Scherer rapprochent plus ceci de l'étude des nuances de la passion. Chez Bourget, notamment, il rapproche le roman psychologique plus du roman de la passion et de l'analyse de la passion. Chez Brunetière, cette distinction entre roman psychologique, roman d'analyse et roman de caractère n'existe plus. Le roman de caractère, selon lui, ne peut se contenter d'indications générales et sommaires sur le caractère comme dans la comédie.
S'il a une quelconque raison d'être, c'est dans le développement lent des dits caractères, avec enrichissement de nuances nouvelles et complications au gré des circonstances. La richesse psychologique fait donc la grandeur de ce type de roman, et en cela Le Sage, dont parle Brunetière, plus près du caractère théâtral, n'est pas à la hauteur de Richardson. Donc je cite Brunetière, « Le caractère au théâtre, c'est Arnolphe, Tartuffe, Alceste, Harpagon, Trissotin, ou en d'autres termes, ce qu'il y a de plus général qui se puisse concilier avec la vie individuelle. Tandis qu'au rebours, dans le roman, le caractère, c'est Manon, c'est Clarisse, c'est Tom Jones, c'est René, en d'autres termes, ce qu'il y a de plus individuel, qui puisse par quelque endroit demeurer vraiment général, c'est-à-dire vraiment et largement humain. » Brunetière accentue peut-être un peu trop les contrastes, car le caractère peut aussi être schématique dans le roman, mais il souligne bien la potentialité d'analyse psychologique fine de ce type de fiction. Et voilà ce que dit Brunetière, voilà bien ce que l'on ne trouve pas dans le roman de Le Sage. En premier lieu, la psychologie délicate et savamment nuancée qui les explique, les rend probables et conséquemment viables. Cette psychologie délicate des romans, comme des romans comme l'Adolphe de Benjamin Constant la mettent en pratique au début du XIXe siècle. Qu'on se rappelle la finesse des notations, lorsqu'à la mort d'Élénore, Adolphe pleure non sur la mourante, mais sur sa solitude à venir, c'est à la fin du roman, lorsqu'il dit « ce n'était pas les regrets de l'amour, c'était un sentiment plus sombre et plus triste. L'amour s'identifie tellement à l'objet aimé que dans son désespoir même, il y a quelque charme. Il lutte contre la réalité, contre la destinée. L'ardeur de son désir le trompe sur ses forces et l'exalte au milieu de sa douleur. La mienne était morne et solitaire. Je n'espérais point mourir avec Élénore. J'allais vivre sans elle dans ce désert du monde que j'avais souhaité tant de fois de traverser indépendant. » Je saute des passages, et à la fin, où il dit « L'air que je respirais me paraissait plus rude, les visages des hommes que je rencontrais plus indifférents. Toute la nature semblait me dire que j'allais à jamais cesser d'être aimé. » Donc, toute cette peinture, et toutes ces notations justement d'analyse de la douleur, non plus la douleur de perdre celle qu'il aimerait, mais la douleur de ne plus être aimé. Alors cette tripartition en intrigue, mœurs et caractère, équivalente de la tripartition comique, est sans doute trop belle pour être tout à fait vraie, et je voudrais revenir ici sur les limites d'un point de vue... Les problèmes que peuvent poser ces limites génériques et le flou, les flottements génériques qui peuvent se repérer entre justement ces différentes catégories. Donc cette répartition émane des critiques littéraires du XIXe siècle, plus que des auteurs eux-mêmes, pour au moins deux catégories, le roman d'intrigue et le roman de caractère. Et l'on peut soupçonner chez eux soit la volonté de plaquer sur le roman le système cohérent et efficace de compréhension de la comédie, soit celle de trouver les équivalents manquants d'un roman de mœurs abondamment mis en avant par le monde de l'édition. Les trois termes semblent d'ailleurs s'appeler les uns les autres, et souvent les critiques, s'ils parlent du roman d'intrigue, lui opposeront le roman de caractère, ou s'ils parlent du roman de caractère, lui opposeront le roman de mœurs, comme Bourget, qui fait justement le parallèle entre les deux à propos d'une relecture du Rouge et le Noir. Parmi les trois, donc roman d'intrigue, de caractère et de mœurs, le roman de mœurs serait ainsi le sous-genre romanesque le plus légitime pour ce XIXe siècle. L'expression, comme je l'ai dit, apparaît dans les années 1820 et se répand parmi les littérateurs et les éditeurs. Les influences conjointes du roman scottien et des études de mœurs qui paraissent alors dans la presse n'y sont pas pour rien. Les mœurs contemporaines et volontiers parisiennes fascinent les lecteurs en ces lendemains de Révolution française où l'on prend pleinement la mesure des bouleversements sociaux opérés. Mène de Biran, dans son journal intime, oppose l'ancien régime où était possible la vie intérieure et la méditation à la démocratie nouvelle où règne le déchaînement extérieur des passions et des intérêts. Et voilà une dichotomie que l'on va retrouver lorsque l'on va parler du roman de mœurs d'un côté et du roman de caractère de l'autre. D'un côté, intériorité et activité, Mène de Biran dirait effort, mais effort intérieur. De l'autre côté, extériorité et passivité. Paul Bourget part de cette même idée quelques années plus tard lorsqu'il fait du roman zolien un roman de l'extériorité et de la passivité. Je cite Bourget encore une fois, « Il suffit au romancier d'ouvrir les yeux pour apercevoir le fonctionnement des grands organismes sociaux qui absorbent l'homme et font de lui une de leurs cellules. C'est la grande valeur de M. Zola d'avoir vu ce fait social et de l'avoir montré avec une extrême puissance dans ses romans, comme Le Ventre de Paris, comme Le Bonheur des Dames, comme Germinal, où le personnage principal est non plus tel ou tel homme, mais un quartier, un magasin, une mine.
La plupart du temps, l'écrivain français a grandi dans un milieu de vie bourgeoise où il a constaté la soumission au métier, l'enrôlement docile dans quelques carrières, le pétrissage de l'individu par les forces collectives, en un mot, l'action des mœurs sur les personnes. Le roman de mœurs de la Restauration au naturalisme consisterait donc dans la mise en valeur de l'influence du milieu sur les individus. On comprend comment, dans ce contexte, Bourget ou Scherrer ont voulu lui opposer un roman de l'intériorité avec le roman de caractère. L'exemple même de ce type de roman est pour Bourget Le Rouge et le Noir, avec son héros hors norme, Julien Sorel. Et l'on peut en effet voir avant tout dans ce roman la peinture psychologique d'un personnage fait pour un autre temps, alors que l'influence des mœurs contemporaines se lit dans les médiocres personnages secondaires. Malgré tout, une telle dichotomie mœurs-caractère ne laisse pas de poser problème. Les mœurs, si elles influencent l'individu, n'influencent-elles pas aussi son caractère ? Et ne donnent-elles pas ces infinies nuances dont aiment à parler les critiques ? On revient constamment dans le discours critique sur les infinies nuances qu'il faut apporter au caractère. Est-ce que les mœurs, justement, ne sont pas là pour apporter ces infinies nuances ? Pour rendre compte de cet apport extérieur, le romancier de mœurs ne doit-il pas aussi entrer dans les tréfonds de la psyché et montrer par des réactions, des pensées, des petits mouvements intérieurs que rien n'échappe au milieu ? Et n'y a-t-il pas, autre question, n'y a-t-il pas même passivité, puisqu'on insiste constamment à propos du roman de mœurs sur la passivité, n'y a-t-il pas même passivité dans l'influence d'un tempérament et dans celui d'un milieu ? On le voit, les limites de tels sous-genres peuvent se révéler ténues, au point que ceux-ci, au bout du compte, puissent paraître dénués de sens. Les grands auteurs ne sont-ils pas ceux qui, comme Balzac, font justement disparaître les barrières, et ne peut-on voir dans La Duchesse de Langeais un formidable roman d'intrigue, de mœurs et de caractère ? Le roman d'intrigue, d'ailleurs, ne se retrouve-t-il pas obligatoirement présent, même faiblement, dans tout roman, quel qu'il soit, constituant la ligne romanesque minimale ? Dès lors, la question est sans doute plus une question de dominante et d'accent que d'exclusion, en reprenant la théorie de la dominante des formalistes russes et de Jacobson après. Dès lors, donc, les romans se trouveraient tous plus ou moins renfermés des éléments d'intrigue, de mœurs ou de caractère, et les auteurs, suivant l'époque, le courant esthétique ou leur propre sensibilité, privilégieraient les uns ou les autres. Comme le dit Jacobson, des éléments qui sont secondaires pendant un temps, qui deviennent les éléments principaux par la suite. Mais alors, cette tripartition romanesque ne dépasse-t-elle pas le simple cadre du XIXe siècle ? Et je voudrais regarder un petit peu cela maintenant, les limites historiques de ces trois genres romanesques, et savoir si ce sont bien en tout cas pour le roman de mœurs, bien des genres du XIXe siècle. Les romans d'intrigue et de caractère, entendus comme les romans où dominent les aventures ou la psychologie des personnages, existent bien avant le XIXe siècle, cela est certain. Il en va de même pour les mœurs, qu'elles soient présentes comme éléments secondaires ou comme éléments dominants. Donc on peut se poser la question aussi donc, de la validité de cette mise en avant du roman de mœurs pour le seul XIXe siècle. Si l'on prend le roman considéré comme le chef-d'œuvre du roman d'analyse, La Princesse de Clèves, l'un de ses attraits est aussi de proposer un tableau des mœurs de la cour, avec une plus ou moins grande incidence de celle-ci sur l'intrigue amoureuse et sur les réactions des personnages. La composante sociale est indéniable, et l'on pourrait tout à fait s'adonner à une lecture sociologique de l'ensemble, mais il n'en reste pas moins que la dominante est avant tout psychologique ici, et que donner trop d'importance aux mœurs par rapport à l'analyse de la passion intérieure fausserait quelque peu la perspective d'ensemble de l'œuvre. Il est d'autres œuvres qui vont laisser une place plus prépondérante aux mœurs, comme le roman picaresque. Et il n'est pas indifférent qu'un grand nombre d'occurrences de l'expression, au XIXe siècle, et peut-être même sa première, apparaissent à propos du Gil Blas de Lesage, et donc dans un éloge de Lesage qui date de 1822, Saint-Marc Girardin parle donc de roman de mœurs, justement. Et après, on va retrouver le roman de mœurs utilisé à propos de romans de La Motte-Langon, et puis après comme sous-titre de roman, mais peut-être est-ce là, dans cet éloge de Lesage, la première occurrence de l'expression. Le Picaro, qui traverse plusieurs régions et plusieurs couches sociales, permet la juxtaposition de différents tableaux de mœurs. On retrouverait chez Chasles et ses illustres françaises, célébrés par Champfleury, un même accent mis sur les mœurs, ou plus tard dans le siècle, chez le Chevalier de Mouhy. Et quand on regarde les titres des romans du Chevalier de Mouhy, on voit les rapports avec justement ces romans de mœurs qui vont
qui vont fleurir sous la Restauration, un Paris où le mentor à la mode, le financier, également qui date de 1755. Si bien que l'on aimerait dire que le XVIIIe siècle prépare ici la voie de l'explosion du genre au XIXe siècle. L'importance prise par les conditions sociales dans le discours philosophique et littéraire, ou les nombreuses occurrences du simple terme de mœurs, tendraient à le prouver. Ne serait-ce pas alors dessiner une ligne évolutive trop commode à la Brunetière, avec comme acmé le roman balzacien des années 1830-1840, puis la dégénérescence du genre à l'époque naturaliste. Il faut se garder sans doute d'un tel discours réducteur, et le meilleur moyen semble être de reconnaître les mœurs comme une constante romanesque, plus ou moins affirmée selon les œuvres et les époques, et d'en décrire les fluctuations. S'il y a bien un développement considérable du genre et une prise de conscience certaine au XIXe siècle, il n'est pas sûr néanmoins que le roman de mœurs n'ait pas eu une certaine importance avant, ni qu'il ait dégénéré depuis. Il n'est que de voir, par exemple, comment il vit encore au sein même du nouveau roman dans les œuvres de Nathalie Sarraute, par exemple. Alors, j'aimerais pour terminer esquisser des analyses plus à portée plus anthropologique ou esthétique sur cette tripartition, sur les raisons de cette tripartition. Donc partant de ces constats, on peut se poser la question de l'utilité et de l'efficacité de cette tripartition pour le critique. Ne s'agit-il ici que de cette catégorisation purement pratique à laquelle Benedetto Croce limitait les genres littéraires ? Suzer, dans son article du supplément de l'encyclopédie, après avoir évoqué longuement les différents types de comédie, relativisait l'importance de cette tripartition. Je cite Suzer, « L'invention, le plan et l'ordonnance du sujet ne font encore que la moindre partie de l'ouvrage. Ce n'est que la charpente d'une comédie. Il lui faut sans doute un corps, et ce corps doit avoir une forme agréable et des membres bien proportionnés, mais il lui faut principalement de la vie, une âme qui pense et qui ait du sentiment. » Notre tripartition romanesque serait-elle de la même manière seulement une répartition des différents sujets possibles, qui n'offrirait donc qu'une catégorisation sans réelle portée esthétique ? Pour tenter de répondre à cette question, j'aimerais faire un détour par le dramatisme de Kenneth Burke. Alors, Kenneth Burke est un critique américain, son ouvrage principal qui est la Grammar of Motives, la grammaire des motifs, et donc qui a développé toute une pensée qu'on a appelée le dramatisme, parce qu'il distingue 5 termes clés qui orienteraient toutes nos explications ou interprétations d'événements. Et il emprunte ces termes au vocabulaire du théâtre. Ce sont la scène, l'agent, l'action, les moyens et le but. Lorsque l'un de ces termes est élevé au rang de motif premier, un schème interprétatif se met en place qui différera de celui occasionné par un autre terme clé. Et Burke, dans sa Grammar of Motives, montre ainsi que de chaque terme clé peut dépendre tout un ensemble de théories, notamment philosophiques. Par exemple, les théories matérialistes vont dépendre de la scène, les théories idéalistes vont dépendre de l'agent, pragmatistes des moyens, mystiques du but, etc. Dans ses écrits, la frontière n'est jamais claire entre la littérature et ce qui n'est pas la littérature, pour la bonne raison que la littérature se saisit de ces schèmes interprétatifs, les rejoue, les agence. Bien souvent, un de ces schèmes ou de ces cadres permettra d'unifier l'ensemble de la fiction romanesque. Du côté de la scène, nous aurions le roman de mœurs, c'est-à-dire l'explication des événements par le milieu, c'est-à-dire si on met l'accent avant tout sur la scène. Du côté de l'agent, nous aurions le roman de caractère, explication des événements par la psychologie des personnages. Du côté de l'action, nous aurions le roman d'intrigue, explication des événements par la simple référence aux nécessités de l'action. Le tour de force réside néanmoins à maintenir cette impression d'unité poétique, d'architectonique, tout en laissant apparaître la multiplicité des explications possibles et leur intrication. Et là aussi, on retrouve peut-être justement ces effets de nuance dont parlent souvent les critiques. Cette manière, on a beau avoir un schème explicatif global, d'arriver à nuancer par l'apport d'autres schèmes explicatifs.
Erving Goffman, le sociologue canadien, remarque quelques années après Burke que nous sommes confrontés continuellement à des cadres interprétatifs variés, et cela de manière à peine consciente. Lorsque le roman arrive à complexifier un schéma explicatif donné, il parvient à retrouver quelque chose de ces processus primaires de la conscience, loin des systèmes figés de la théorie. Et pour m'être intéressé ces derniers temps à un autre type de genre romanesque du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le roman de conversion, force est de constater que ce type de fiction que Burke placerait certainement du côté du but, là dans la logique de Burke, du côté de la mystique du but, ce genre a besoin de se trouver, lui aussi renforcé par le roman de mœurs et le roman de caractère, Thibaudet dirait le roman d'une âme, sous peine de se transformer en roman à thèse. Alors au terme de ce parcours, nous aurions tendance à dire que le roman de mœurs est une forme consubstantielle au roman, investissant l'un des motifs possibles de l'action, la scène ou le milieu, et ayant trouvé au XIXe siècle les meilleures conditions de développement. Il traduit la nécessaire inclusion de l'individu dans son environnement, notamment social, tandis que le roman de caractère tendrait à montrer son indépendance par rapport au milieu. De même que les grandes comédies de Molière savent mêler mœurs et caractères, les grands romans, même à l'époque classique, sont certainement ceux qui arrivent à traduire la complexité des motivations et des perspectives. Il ne s'agit pas seulement ici d'une vision moderne et post-structuraliste qui mettrait en avant, comme le fait le sémioticien Yuri Lotman, la multiplanarité de la littérature. Les critiques du XIXe siècle eux-mêmes reconnaissent ces phénomènes d'hybridation pour les critiquer ou les célébrer. Et je voudrais terminer donc sur deux citations justement datant du XIXe siècle. Tout d'abord, celle d'Auguste Barbier dans un article de 1838 qui constate avec plaisir le passage du roman au roman de mœurs, mais condamne sa compromission avec un roman d'intrigue trop exubérant. Il dit « Le roman de mœurs est généralement traité, mais quel fracas d'événements, quelle abondance de faits, que de coups de théâtre, que de drames violemment dénoués. » Il appelle au contraire à une plus grande analyse du cœur humain, c'est-à-dire à une alliance avec le roman de caractère. Quelques années plus tard, c'est Edmond Scherer qui verra dans le roman balzacien la réussite de cette alliance. Et je terminerai par cette citation d'Edmond Scherer. Balzac a fait deux choses. Il a agrandi le roman de caractère et il a fondé le roman de mœurs. Peut-être serait-il plus juste encore de dire qu'il a élevé le premier de ces genres à la dignité du second, qu'il les a mêlés tous les deux, qu'il les a confondus, et nous a laissé ainsi des peintures où les traits les plus individuels servent à rendre les travers et les misères de toute une société. Je vous remercie.